la plupart des citoyens français, je pense qu'au Canada c'est pareil, ils s'en foutent de l'actualité, ils s'en foutent de la politique. Pour eux, ça les concerne pas. Alors que ça concerne chaque aspect de la vie et de plus en plus, jusque dans la maison. Jusque là où auparavant, il y avait quand même une certaine sphère privée où l'État n'essayait pas de s'immiscer. C'est plus le cas. D'abord, à Libremédia, on croit quand même en la francophonie, on croit au lien entre le Québec et la France. C'est d'ailleurs un peu étrange que ça revienne à des médias comme les nôtres de faire ce travail-là, mais on voit que les relations entre la France et le Québec se portent pas très bien finalement. Et donc, nous, on a essayé de rapporter l'information et c'est simple, hein? Il disait que nous, on était de la propagande. La propagande, premièrement, il faut extrêmement beaucoup d'argent. On ne reçoit pas d'argent du gouvernement. Et on n'a pas des milliards comme CBC ou autres médias d'État. Donc, pointer la caméra et filmer ce qui se passe et rapporter les faits comme ils se passent, je crois que c'est pas de la propagande. En fait, c'est la réalité. Je pense que c'est quand même dégagé un consensus aujourd'hui. Là, on voit que on est entré un peu dans une nouvelle ère médiatique. La victoire de Donald Trump, sa réélection, était un peu la victoire des médias alternatifs sur les médias traditionnels. Donc, le monde est en constante évolution. Évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a des énormes défis. On fait face à la censure, mais on voit qu'il y a de l'espoir pour les médias indépendants et la liberté d'expression qu'ils portent. Regardez la pièce en ce moment. Il y a plusieurs lumières. Et donc, si on en éteint la moitié, vous allez dire, oh, il fait un peu plus noir, mais c'est quand même clair. Si on enlève la moitié de la moitié, il en reste à peu près un quart, vous allez dire il fait plus sombre. Et si, admettons, on arrive et on en a seulement 2 qui sont allumés, l'avant-dernière s'éteint, il fait quasiment noir, mais il y a encore de la lumière. Les médias indépendants en ce moment représentent la dernière lumière qui est allumée dans la pièce. On a vu, oui, qu'il y avait beaucoup de parallèles à faire entre la France et le Québec. Je pense que c'est une des choses que le public a retenu. Je pense que la France, en fait, en France, la liberté d'expression semble encore plus malmenée d'une certaine façon qu'au Québec, qu'au Canada. C'est très inquiétant, différents moyens employés. Bon, quand Nicolas Vidal, fondateur de Putsch Média, nous expliquait aujourd'hui que, il avait déjà été intimidé par des policiers. Bon, c'est vrai, vous aussi, à Rebel News, vous l'avez été sur le terrain. Ça dépend aussi des styles de journalisme. On a vu que le journalisme de terrain était confronté à peut-être encore plus de difficultés, notamment carrément des violences. Là, Alexia Lavoie qui a reçu notamment une balle de caoutchouc de la part des forces de l'ordre à Ottawa durant le convoi à la liberté. C'est sûr que Libremédia fait un journalisme plus d'analyse de terrain, parfois à l'international, moins au Canada même. Des fois oui, des fois non. Nous, on a connu la censure pendant les Gilets jaunes. Vous vous rappelez très certainement ce mouvement populaire de grande intensité en France. Et moi, je me rappelle très bien qu'avec Alexis, on a couvert pour nos médias respectifs la crise des Gilets jaunes. Et rapidement, quand le mouvement est devenu incontrôlable, après 2 semaines, 3 semaines, le gouvernement nous a mis une pression d'enfer. Moi-même, je fais partie de la France périphérique, je fais partie dans le sud de la France, où les gens, sont les classes moyennes, voire les classes populaires. Et je trouvais très intéressant de donner la parole à ces gens-là. Je trouvais très intéressant de montrer ce qui se passait réellement sur le terrain, parce que la caste médiatique, la caste politique méprise ces gens-là. Elle méprise ces gens-là, elle les méprise. Et pourtant, c'est eux qui font la France, c'est eux qui font le pays, c'est eux qui travaillent. Et quand il y a eu la crise des Gilets jaunes, le traitement dans les médias français a été absolument inadmissible. C'était un mépris de classe absolument dégueulasse, je le dis, dégueulasse, avec un traitement extrêmement partial, des vidéos coupées, des déclarations, des accusations d'islamophobie, d'antisémitisme, de populisme. Et je me suis beaucoup intéressé au mouvement des Gilets jaunes. Je me suis aussi beaucoup intéressé au mouvement des agriculteurs. En ce moment, il se passe en France la réforme des retraites. En fait, tout ce qui marque le retour du peuple, le retour de la population, le retour des gens qui n'en peuvent plus, le retour des gens qui ne sont pas entendus, le retour des gens qui ne sont pas écoutés. Moi, quand j'arrive sur les manifestations, on m'offre directement le café. Les mecs de BFM, manifestement, c'est plutôt on dresse les fourches. C'est assez vrai. Si, ça a été marrant, les Gilets jaunes, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les citoyens qui étaient sur les ronds-points, qui venaient de tous les petits villages français, de toutes les villes moyennes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rendus compte, en fait, que dans les médias, quand ils étaient sur les ronds-points, qu'ils passaient des heures et des heures et des heures et des nuits sur les ronds-points, et que quand ils allaient prendre 2 ou 3 heures de repos chez eux, qu'ils allumaient la télévision, ce qu'on leur disait à la télévision, ça n'avait rien à voir à ce qui se passait sur les ronds-points. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur téléphone portable et ils ont filmé ce qui se passait réellement. Moi, j'ai pas toujours été journaliste, j'ai travaillé dans la com, j'ai fait un peu de diplomatie aussi à l'international, et puis
Depuis 2014, on va dire, j'ai travaillé dans les affaires européennes, un média qui s'appelait Euractiv. Et puis après, j'ai fondé Le Monde Moderne, un média indépendant, pour parler plus de politique et de politique au sens large. Et il y a eu évidemment le moment Covid où là, on a parlé d'autres choses. Et on s'est dit qu'il fallait rigoler aussi de l'actualité tellement ça devenait fou. Et j'ai depuis une revue de presse quotidienne pour lire la presse, pour expliquer aussi comment se fabrique l'information, puisque c'est un métier que je connais maintenant de l'intérieur. J'ai été chroniqueur sur plusieurs médias français. Et avec Le Monde Moderne, on essaye un peu à la fois de décrypter, de rire et d'expliquer comment l'information est fabriquée en partie par les médias, orientée aussi par rapport à des faits, certes, mais la présentation des faits peut changer. Donc voilà, j'essaye de faire une info avec un ton particulier. Et puis aujourd'hui, il y a toujours ce jeu avec l'algorithme pour essayer d'être vu et continuer à dire les choses. Et ce qui est pire en France, c'est qu'on a une superstructure au-dessus de l'État français qui s'appelle l'Union européenne, avec la Commission européenne. Et aujourd'hui, en Europe, il y a une volonté de censurer carrément les plateformes. Donc TikTok, parce que ce sont les Chinois qui sont à la manœuvre, est vu comme une plateforme d'influence étrangère dangereuse pour la liberté et la démocratie en Europe. Et en France, c'est X qui pose problème. L'Union européenne veut trouver les moyens de censurer carrément tout un réseau social, X en l'occurrence, ou plier le bras d'Elon Musk pour installer une censure a priori. À partir du moment où un responsable politique n'a plus de légitimité, Emmanuel Macron est à 17% de gens satisfaits de son action, donc il devrait partir. Et s'il respectait les institutions, il a subi 2 défaites consécutives dans les urnes. Les gens ne sont pas satisfaits de son second mandat, ses résultats économiques sont calamiteux, et là, il s'accroche au pouvoir en nommant des gens pour essayer d'entretenir un système qui est mort en réalité. Donc la seule solution, ce serait la démission d'Emmanuel Macron, mais il ne veut pas démissionner, et il a le droit de rester encore 2 ans, ou bien la destitution, c'est-à-dire des députés et des sénateurs qui se mettraient ensemble. Alors c'est une procédure très compliquée, quasiment impossible. La réalité, c'est vraiment que le gouvernement a financé énormément les médias au Québec. Et la conséquence de ça, c'est au début, c'était pour sauver la démocratie. Ça a été présenté comme ça. Parce que si le 4e pouvoir s'effondre, s'il n'y a plus de médias, on va se mettre à écouter les médias canadiens anglais, les médias américains, il n'y aura plus rien de québécois, on va protéger notre culture, protéger notre démocratie. Mais assez rapidement, avec la CAQ au pouvoir, ce qu'on s'est rendu compte, évidemment pendant la pandémie, ça a été exacerbé, ils se sont servis de ce pouvoir subventionnaire-là pour éventuellement mettre de la pression sur les médias un peu plus traditionnels. On sait que les choses changent. On sait des fois qu'on retrouve des parcelles de ce qu'on a dit à la radio ou à la télé. Tu te dis, il y a ce chroniqueur-là, il y a vraiment des bons points, mais où est-ce qu'il a pogné ça? Il a peut-être pogné ça en écoutant un peu en cachette de notre côté. Fait que tu sais pas si tu as réellement un impact, mais tu sais que tu en as un. C'est un peu bizarre, mais on sait que c'est en croissance. On sait que les gens sont intéressés. Les commentaires sont généralement positifs. Là, on a beaucoup d'appui de la part des gens. À Rimouski, qui appartenait au même employeur, on avait le droit de parler de COVID le matin, mais j'avais pas le droit à Rivière-du-Loup pendant quelques mois. Et à un moment donné, j'ai demandé à l'animateur de Rivière-du-Loup pourquoi on a le droit à Rimouski puis pas à Rivière-du-Loup, c'est le même boss. Il dit, ta chronique à Rimouski est à 7h30, le boss dort à cette heure-là. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait plus de liberté au Québec, qu'il y ait plus de responsabilité au Québec au niveau de l'individu. Et les mots qu'on déteste, là, c'est la coercition, c'est l'interdiction, les règles, les règlements. On déteste tout ça, ces affaires-là. On veut que les gens tombent un peu plus en amour avec la liberté. On sait que ça va un peu plus dans cette direction-là. On sait aussi que la côte est dure à remonter pour le Québec. Le Québec aime interdire. Le Québec aime la coercition. Et on l'a vu pendant la pandémie, quand il y a une dérive autoritaire de ce côté-là, bien évidemment, la tentation est grande d'aller vers plus de sécurité, moins de liberté. Là, il y a un article dans le Parisien du dimanche, qui est le journal de Bernard Arnault, un des milliardaires français, qui est écrit par Rudi Reichstadt. Rudi Reichstadt, c'est Conspiracy Watch, c'est le commissaire politique, justement, qui surveille la parole sur les réseaux sociaux et qui dit « Ah, lui, il est conspi, toi, t'es conspi, toi, t'es conspi, toi, t'es conspi, toi aussi. » Ouais, toi aussi, ouais. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi, non. Mais vous, tous, là, oui. Et là, le titre de l'article, et là, ça va parce que vous êtes tous assis, c'est « Invoquer le peuple, entre guillemets, pour fragiliser la démocratie, un classique populiste ».
Donc le peuple, en démocratie, fragilise la démocratie pour Rudi Reichstadt. C'est imprimé dans le journal de Bernard Arnault. Démos, c'est le peuple. Voilà, la démocratie, c'est le peuple. Donc on en est là, avec des commissaires politiques qui expliquent que le peuple est un danger pour la démocratie, que la liberté d'expression est un danger pour la démocratie. Voilà où on en est en France. C'est une catastrophe. Ce qui est fou, c'est que dans le monde alternatif, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de la croissance. Il y a vraiment de la croissance au niveau des audiences. Il y a de la croissance au niveau des emplois qui sont créés. Alexa, sa job, en 2019, ça n'existait pas. Une journaliste de Rebel News au Québec, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Frank, qui est dans l'auditoire ce soir, sa job aujourd'hui, c'est podcasteur professionnel. Son métier n'existait pas en 2019. Mais ça a mal vieilli, effectivement. Hier, à l'hôtel, après le souper, je regardais LCN. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, là. C'est-à-dire une séquence complète. Et ça faisait années 90. Là. C'est rendu extrêmement gênant, honnêtement. La cravate, d'ailleurs, de l'animateur n'était pas tout agencée avec son complet. Là. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs registres de journalisme. Ça, c'est très intéressant. Donc, plus terrain, moins terrain, plus analyse, plus opinion, plus contenu, plus que Yann Sénéchal appelait le hard news, donc créer la nouvelle carrément. Donc, ça a été quand même, disons, on a vu qu'il y avait tout un éventail de journalisme, mais ce qui nous fédère, je le répète, c'est la défense de la liberté d'expression. Les médias indépendants, soit qu'ils vont essayer de les censurer avec la loi C-63 qui s'en vient, ou ils vont essayer de faire d'autres actions pour justement soit nous baisser dans l'algorithme, faire en sorte qu'on ne soit plus visible. Même nous, essayer de nous googler, vous allez chercher longtemps. Même moi, j'ai de la misère à me trouver, puis je travaille pour la compagnie. Donc, c'est une manière pour éteindre justement les médias indépendants, ou sinon, ça va être justement en emmener au côté économique, soit les poursuites, les mises en demeure, parce que comme vous savez, nous, on est victimes beaucoup des activistes qui vont, eux, nous poursuivre pour diverses raisons. Les médias traditionnels font deux choses avec nous. Soit ils nous salissent, ou soit ils font semblant de nous ignorer. Ouais. Libremédia est plus dans la deuxième logique. Je dis souvent que Libremédia est comme un magazine de femmes nues, c'est-à-dire qu'on nous lit mis en cachette. Les médias vont employer soit le salissage, plus envers Rebel News, ou soit l'ignorance feinte. Hein, c'est-à-dire qu'on fait semblant d'ignorer votre présence dans les médias. C'est un peu plus le traitement qu'on réserve à Libremédia. Donc, je ne sais pas si on fait peur, mais c'est clair que les politiciens ont conscience, certains d'entre eux ont conscience d'avoir perdu le contrôle du message, et c'est ça qu'ils craignent. Là. Au-delà des rassemblements comme tels, c'est le fait qu'ils ne maîtrisent plus tous les paramètres du discours médiatique. Ça leur échappe. Ils sentent qu'ils n'ont plus la confiance de la population pour la plupart d'entre eux. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là, oui, il y a une crainte très, très forte. Chose qui était absolument impossible il y a 10 ans. J'ai essayé de m'en partir un podcast, il s'appelait Pilule Rouge, là, 7-8 ans. C'était de la merde. C'était pas bon, c'était pas bon, c'était pas sharp, le son était pas bon, puis j'avais pas les outils, puis ça marchait pas, puis j'avais pas d'auditoire, il y avait pas d'intérêt. Mais là, l'auditoire se développe, les gens ils veulent y aller écouter des podcasts, les gens sont même prêts à payer des abonnements pour augmenter la quantité de contenu qu'on produit pour eux autres. Ça nous aide énormément et ça va faire en sorte qu'il va en avoir d'autres qui vont éclater. Mais on est en train de vivre un éclatement au niveau des médias. Les médias traditionnels nous disent que la consommation médiatique ou d'actualité est en forte diminution, mais c'est seulement parce qu'ils mesurent au niveau du média traditionnel. La réalité, c'est que à mon avis, c'est stable. Les gens n'ont pas changé. Ils veulent toujours avoir de l'actualité. Ils veulent toujours s'informer, mais ils s'informent ailleurs. Parce que sans Internet, sans les plateformes, sans nos téléphones, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on fait aujourd'hui. Pour avoir des centaines de milliers d'abonnés et toute une série de vidéos, de podcasts, de machins, effectivement, le budget aujourd'hui reste encore on peut le faire avec un peu d'argent et c'est intéressant. Mais ce qui a changé surtout, c'est que les gens ont cherché. C'est qu'il y a eu un transbordement de toute une partie de la population qui s'est mis à chercher, qui s'est mis à creuser, qui s'est mis à partager des vidéos. Moi, je vois des gens de 70 ans en France qui commencent à envoyer dans les boucles WhatsApp des vidéos YouTube. Mais la réalité, c'est que, tu l'as dit, en France, il y a une propagande d'État, il y a une censure sur les médias indépendants comme nous, Putsch et d'autres. C'est le cas qui se passe au Canada de plus en plus. Nous, on se rend compte que plus il y a de censure en France, plus les gens aujourd'hui viennent nous chercher, viennent s'abonner à nos médias, écoutent ce qu'on dit, ont un télé télévision, et plus ils essayent
d'étouffer l'information, plus ils font la propagande face au réel, et bien les gens se mettent de plus en plus à chercher, veulent comprendre, donc ils viennent chez nous. Et le problème, c'est que bien entendu, moi ce que je pense, et au Canada, c'est-à-dire que quand on a une caste journalistique ou une caste politique qui ne veut plus débattre, pourquoi ils ne veulent plus débattre ces gens-là ? Parce que leur niveau, il y a un affaiblissement intellectuel et culturel, ils n'ont pas d'arguments opposés. Et leur politique est tellement contraire aux intérêts des peuples qu'à un moment donné, les peuples se rendent bien compte qu'ils sont floués, on leur ment, ils sont trahis. Et à partir de là, comme ils n'ont pas envie, d'une part, de changer de politique, qu'ils sont dans une mondialisation qui est contraire à l'intérêt des peuples, et bien ils essayent de faire de la propagande à censure. Et en fait, eux, ils appellent ça les émotions populaires, et il y a une forme de mépris. Et quand le mépris devient trop grand et qu'il se change finalement à une peur panique de ce que peuvent le dire les gens ou ce que peuvent penser les gens, la propagande se met en route avec bien sûr la caste politique, mais la caste médiatique qui se fait le relais de ce genre-là. Et si la critique devient mainstream, bon, évidemment ça tient pas. Si les journalistes faisaient leur travail, Macron serait déjà barré. Il n'aurait pas eu un deuxième mandat et en France on serait libéré de cette incurie qui dure 7 ans. Mais les journalistes, c'est le journalisme de cour. Ça a été inventé sous Louis XIV, le Mercure de France. En fait, à la base, le journalisme en France, c'est des gens qui doivent relater les faits et gestes de la cour du roi. Il faudrait que les responsables politiques, mais aussi les citoyens, soient conscients de l'importance de défendre les libertés, la liberté d'expression, et surtout se responsabilisent par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de loi de censure, on n'a pas besoin de loi sur la haine en ligne, etc., pour contrôler les réseaux sociaux, pour limiter le débat. On a besoin de débat, on a besoin de responsabilité dans le débat. Il ne faut bien sûr pas lancer des appels au meurtre, c'est interdit par la loi, donc il y a quand même un cadre assez large qui permet de s'exprimer. Mais on ne doit pas demander toujours plus de censure comme certains le font. Donc des journalistes qui étaient heureux de voir la censure en action et qui ne se rendaient pas compte qu'à partir du moment où il y a une censure, tout le monde va en profiter. Et il y a juste les premiers sur la liste et puis après la liste ne fait que s'allonger. Et ces gens-là sont incapables d'avoir la préscience ou la compréhension de voir que une censure en démocratie, c'est grave. C'est quelque chose qui est inacceptable. La différence, c'est que nous, on prend pas nos auditeurs comme des cons. Ben, bien sûr. Exactement. Parce qu'on sait qu'ils sont capables de faire leur propre opinion, qu'ils sont capables de voir une pluralité de différentes opinions et de médias. Tandis que ceux qui regardent les médias ont tendance à dire qu'ils ne sont pas capables de comprendre qu'il faut vraiment leur montrer la voie. Et c'est des directeurs de rédaction, des rédacteurs en chef et des rédactions entières qui prennent les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'il ne faudrait surtout pas faire du contenu intelligent, les gens sont cons. C'est ça le théorème de départ. Donc évidemment qu'ils vont faire du contenu de merde. Évidemment qu'en prenant les gens pour des cons, bah, ils le font très bien. En même temps, on ne peut pas dire qu'ils font un mauvais boulot. Là, c'est très bien fait. Je pense que le point de rupture est économique, c'est-à-dire le modèle économique des grands médias est fondé actuellement sur le gaspillage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de ressources qui sont allouées. On sait qu'il y a 10 personnes qui font le travail que fait Alexa seule à Rebel News, par exemple. Toi-même, bon, Guillaume, tu réalises plusieurs tâches, probablement un nombre de tâches de loin supérieur à celui d'un caméraman de Radio-Canada, par exemple. Donc, à Libra-Média, c'est pareil. Donc, là où vous pouvez employer une personne, si vous en mettez 10, bien, le point de rupture est économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que ces grands médias-là, s'ils veulent continuer, quand même s'adaptent aussi aux nouvelles technologies et que ça devienne plus rentable aussi pour les contributeurs, au-delà de la censure, etc. Mais économiquement, il y a quelque chose qui n'est pas viable, en fait, là, pour les grands médias. Le dôme là, que Jérôme me demande, est-ce que ça existe? Oui, il existe. Quand Jérôme il nous fait un article sur les migrants du Mexique vers les États-Unis ou sur une nouvelle en Argentine ou des choses comme ça, là, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien parce que veut pas, c'est ce qui manque aux Québécois. Les Québécois n'ont pas de regard sur l'international, ils n'ont pas de regard sur la politique canadienne. Moi, de voir que le Québec vote encore pour le Bloc québécois, ça me fait capoter. Sacrément, ça vous tente-tu de jouer au jeu politique un peu? Ce que ne font pas les plateaux télé, enfin on en parle avec Alexis, les plateaux télé, nous on connaît des programmateurs en France, vous avez toujours les mêmes têtes sur tous les sujets. Le climat, le Covid, la guerre en Ukraine, la pluie, la météo, les stations de ski, non mais le loto, le bingo, enfin... Mais une chose que j'aime beaucoup dire aux gens, c'est que si vous désirez justement soutenir les médias, une chose qui est vraiment importante de se rappeler, c'est que YouTube et Meta sont des plateformes qui, eux,
valorise cette censure-là. Et donc, j'amène tout le temps les gens à dire migrer vers X, migrer vers Rumble. Ben, il y a une chose qui revient souvent quand les gens nous disent qu'ils ont de la difficulté, eux autres aussi, à exprimer une opinion ou à s'exprimer dans leur entourage. C'est à peu près toujours les mêmes choses. Ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur de perdre une avancée au niveau de l'emploi. Et c'est un peu de même que les gens viennent qu'à s'auto-censurer. Et ça, c'est très présent. On sait que c'est présent. Donc, le message qu'on va ressentir beaucoup, c'est ces gens-là vont me dire « Hey, merci, vous nous faites du bien. Continuez à faire ça, c'est bon pour nous. » Mais en même temps, il faut comprendre sont où les problèmes. Je veux dire, si tu exprimes des idées de liberté au Québec et tu as peur à ta job, tu comprends qu'on a des problèmes avec la liberté individuelle au Québec. Le seul espoir qu'on a réellement pour dire, finalement, il y a peut-être un point où ce que ça pourrait avoir basculé, c'est l'achat de X par Elon Musk. Ça, c'est là qu'on ressent que finalement, il peut avoir de l'espoir. Ça, c'est vraiment cool ce qui est arrivé de ce côté-là. Les médias traditionnels, pourquoi ils sont aussi corrompus? Oui, ils peuvent avoir été achetés par le gouvernement. Oui, ils peuvent aussi être possédés par le milliardaire qui possède sa corporation comme un jouet. Je pense qu'au Québec, on voit que PKP, pour lui, PKP, oubliez ça, là, le stream de revenus principal, c'est pas ses médias. Le stream de revenus principal, c'est Vidéotron, c'est sa télécommunication. Mais le fait qu'il possède sa compagnie de médias, c'est ce qui lui donne un certain pouvoir au Québec et c'est ça qu'il aime. Ben, ces médias-là sont possédés par des milliardaires et ils s'en servent comme des jouets. Faut pas penser que c'est une victoire totale parce qu'Elon Musk a gagné, parce qu'Elon Musk, la dernière fois que j'ai regardé, il est encore milliardaire. Et le gars a l'air d'avoir beaucoup de plaisir avec son média aussi, donc il s'en sert lui aussi comme un jouet. C'est juste que là, ça va dans la direction qu'on veut que ça aille. Et ce qui est bon dans son approche, c'est qu'il veut laisser parler tout le monde. Et c'est l'approche qu'on doit avoir. C'est de laisser les gens s'exprimer puis de tolérer les discours dissidents. Mais c'est extrêmement tough. Puis au Québec, dans l'environnement daumier qu'on a, c'est toute qu'une course à obstacles qu'on a à suivre. Yann et Frank, vous avez une couche protectrice de plus que, mettons, nous, on a. Vous faites de l'opinion majoritairement, donc l'opinion est moins suitable là, pour on peut moins la poursuivre en cours. Exactement. Nous, ce qui est dans notre contraire, puisqu'on rapporte de la nouvelle, on fait face à plus de poursuites pour soit mésinformation, désinformation. Et donc, nous, on doit absolument faire en sorte que tout ce qu'on dit est factuel et que les faits sont là, ou soit qu'on a les papiers, les accès à l'information, qui appuient ce qu'on dit. Ça, c'est une chose qu'il faut mentionner parce que, justement, dites-vous que c'est pas les médias d'État qui se font scrutiner là, sur ce qu'ils disent, hein. C'est les petits médias comme nous qui se font regarder religieusement pour voir si on dit quelque chose qui n'est pas correct. C'est à chaque individu, à un moment donné, de donner, de faire des dons, de soutenir les médias indépendants. Parce que c'est grâce aux médias, c'est grâce aux abonnés, c'est grâce aux citoyens qui vont soutenir les médias, qui vont leur faire des dons, que nous pourrons continuer à exister, que nous pourrons continuer à être un contre-pouvoir, que nous pourrons continuer à informer la population et de ce qu'ils sont en train de nous faire et ce qu'ils sont en train de nous faire dans le dos. Et voilà. Et je pense que véritablement, je pense que le message va s'adresser plus aux citoyens qu'à la caste politique. Parce que la caste politique, c'est des kamikazes. Ce sont des kamikazes, ces gens. Ce sont des kamikazes. Ils sont au fond du bateau et ils creusent. Parce que tu sais, quand le monde parle de nous, on a des youtubeurs ou des créateurs de contenu ou des internautes. Et ça leur fait mal au cul de dire journaliste, quoi. Mais d'ailleurs, moi, j'ai pas de carte de presse. En fait, je me suis fait faire une carte de con. Je la montre. La police devrait savoir qu'il y a une liberté de presse. Mais maintenant, la police est devenue leur cheval de Troie pour en fait bloquer les médias indépendants, faire en sorte que justement on peut pas avancer. Ils essayent de créer toutes sortes de nouvelles lois pour dire qu'on n'avait pas le droit d'être là ou quoi que ce soit, alors que je suis comme, mais qu'est-ce que vous parlez? Vous n'avez pas le droit d'être sur le trottoir? Non, c'est mon droit d'être sur une propriété publique. Mais dans quel monde on vit? Alors que on devrait être libre de rapporter ce que nous voulons, parce qu'il y a la liberté de presse. Nous ne pouvons pas parce que la police, dites-le vous, là, la police nous empêche de faire notre travail. Ouais.